Écoutez, merci d'être venu à ce webinaire pour accélérer les transitions alimentaires et les transitions sur notre territoire de l'Essonne et du Grand Sort-Essonne-Bièvre. L'idée de ce webinaire va être de pouvoir réfléchir sur de passer à la conduite de projets classiques par un écosystème coopératif territorialisé et de contribuer à l'émergence de dynamiques économiques plus durables et robustes face aux défis écologiques et sociaux d'aujourd'hui. Donc, à savoir mieux s'alimenter, se soigner, habiter, se déplacer, se former, travailler, cultiver. Les challenges sur les territoires sont nombreux, à la fois sur les plans économiques, social et environnemental. Nous sommes tous concernés et nous avons tous la capacité d'agir. Donc, pour ce webinaire, nous aurons moi-même, qui suis Sébastien Moirot, président de l'association de la Maison de l'écologie urbaine et pratique, et également sociétaire de la coopérative La Maison de l'écologie urbaine et pratique, dite autrement la MEUP. Valérie Play, qui nous a rejoint, qui est chargée de mission Bonjour. en circulaire. Bonjour Valérie, chargée de mission en économie circulaire à la direction régionale et référente sur l'alimentation durable, éco-conception et EFC à l'ADEME, et ainsi que Brian Demas, coprésident de l'association Terre de FC Île-de-France, consultant-chercheur chez Atemis. Pour, bonjour Brian, et assisté de Stéphanie à ses côtés. Le but de cette réunion, c'est de vous présenter d'un point de vue un peu original, l'initiative et les initiatives de la Maison de l'écologie urbaine et pratique. En introduction, Valérie, comment tu voudrais te présenter un petit peu plus et voir quels sont les domaines d'interaction de l'ADEME dans nos projets? Ah oui, bonjour, donc Valérie Play. J'accompagne les projets territoriaux qui veulent réfléchir à. Vous m'entendez bien? On t'entend bien. Béatrice, veux-tu couper ton micro, s'il te plaît? Ah, ça pose des soucis. Donc, Vas-y. l'ADEME accompagne des projets territoriaux sur plusieurs champs, et notamment un champ qui est donc réfléchir différemment au modèle économique de ces projets territoriaux qui permettent de révéler plus de les valeurs des services proposés par ces projets territoriaux en constituant un écosystème coopératif territorial sur différentes fonctions de vie, comme le précisait Sébastien, la fonction de vie s'alimenter, la fonction de vie habiter, voilà, la fonction de vie se divertir. Et donc, sur le Val-de-Marne, l'ADEME accompagne plusieurs projets, notamment aujourd'hui DM Compost et l'association Rejouer, qui sont tous les deux localisés sur le Val-de-Marne. Ensuite, on a d'autres projets sur d'autres territoires. Et à signaler que l'ADEME a mis en place une formation destinée aux collectivités locales sur ces modèles économiques serviciels. Et la première session de formation a eu lieu en avril dernier, avec 4 représentations de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre, 2 personnes de l'ESS, une personne en charge du plan climat énergie territoriale et une personne du service achat. Donc une forte représentation de la Grand Orly-Seine-Bièvre, et puis aussi une personne de la ville d'Ivry-sur-Seine. Voilà. Merci. Et donc les modèles économiques qui permettent de sortir du modèle économique dominant, ça rentre dans le champ de l'économie circulaire parce qu'on découple l'utilisation des ressources matérielles qu'on diminue, et on augmente les ressources qui ont plus de relation à la confiance, la compétence, euh, voilà, qu'on déploie sur l'ensemble de ces projets territoriaux. Merci Valérie. Brian, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de tes deux casquettes, de chercheur, notamment sur tout ce qui va être aussi de l'alimentation, etc. Et présenter rapidement le club de l'EFC, s'il te plaît. Ouais, donc peut-être en 2 mots aussi, moi je suis intervenant chercheur au sein du laboratoire Athénie. C'est un laboratoire qui a été créé il y a une vingtaine d'années autour de la question de mutation du travail et de l'économie, et particulièrement en lien avec les enjeux de transition écologique et sociale, démocratique aussi. Euh,
Et notre activité, c'est principalement accompagner des projets concrets dans leur conception, dans leur mise en œuvre, dans leur trajectoire, et faire le lien avec la recherche, considérant que y a plein de choses qui restent encore à inventer pour penser la transition. Et à la fois, il y a plein d'expériences qui sont très enthousiasmantes et très innovantes, et en même temps, il y a plein de questions qui sont devant nous sur comment on peut imaginer une dynamique économique plus durable. Et pour faire le pont avec ma deuxième casquette, Artemis a beaucoup œuvré pendant ces 15 dernières années pour élaborer ce qu'on appelle le référentiel de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Je ne rentre pas dans le contenu, mais ça part de l'idée que si on veut construire une société plus durable, à la fois sur le plan écologique et sur le plan social et démocratique, on a besoin de réinventer la façon dont on travaille, on a besoin de réinventer nos modèles économiques à l'échelle des entreprises, des associations, des organisations productives, et on a besoin de réinventer nos modes de développement à l'échelle des territoires, que ce soit d'ailleurs à l'échelle très, très locale ou à des échelles un peu plus régionales, nationales, voire au-delà. Et donc, à travers l'économie de la fonctionnalité, c'est l'idée d'aider les acteurs qui souhaitent agir dans la transition à penser les questions économiques à ces différentes échelles d'action. Nous, on considère que le principal sujet sur lequel on bute pour construire une société plus écologiste, c'est précisément la question économique. Et ça m'amène donc à ma deuxième casquette. Je suis aussi président du club Terre d'économie de la fonctionnalité de la coopération Île-de-France, dont Stéphanie à ma gauche est la déléguée. Et nous, on cherche en fait à regrouper l'ensemble des acteurs en Île-de-France qui s'emparent du sujet, qui ont envie d'agir et qui ont envie de partager avec d'autres la façon dont ils s'y prennent, les enseignements qu'ils en tirent et de construire une communauté. Donc, notre principale fonction, c'est de soutenir la coopération entre tout ce monde-là, porteurs de projets, accompagnateurs, chercheurs, institutionnels, collectivités, et puis de contribuer à la promotion d'autres modèles économiques plus durables pour progresser pas à pas vers des économies plus propices au développement durable et plus à même de faire face aux chocs auxquels on est de plus en plus confronté aujourd'hui. Merci Brian. Alors, rentrons dans le sujet. Donc, avant que je vous raconte une belle histoire, celle de la coopération qui s'est construite autour de la Maison d'écologie urbaine et pratique, je voudrais revenir un petit peu sur déjà d'où nous venons notre inspiration. Hein. On essaye justement de s'inspirer aussi comment du passé pour regarder ce qui a pu se passer et le réactualiser pour les organisations de coopération. Et notamment, on tire beaucoup d'enseignements d'une coopérative qui est née dans l'Est parisien en 1877, qui s'appelait la Bellevilloise, et qui a permis, pendant plus de 60 ans, de regrouper plus de 20 000 personnes, de développer plus de 40 activités différentes, allant de l'épicerie, en passant par la mécanique, co-construit une banque, investi dans des terres agricoles, des petites industries, pour avoir des canaux d'approvisionnement direct, et surtout qui ont placé l'éducation populaire et politique au cœur en fait de leur écosystème. Notre projet, il consiste à confier le pouvoir d'agir aux citoyens en associant à la prise en main des moyens de production pour contribuer à accélérer les transitions écologiques, démocratiques, économiques, sociales et alimentaires dans le respect des politiques publiques avec le soutien des collectivités. Alors, le contexte et les limites du système actuel, alors pour ceux qui n'auraient pas encore tous ces données en tête, on a essayé de passer, on ira très vite sur l'état du monde et puis en France en 2023, donc avec des explosions des coûts de l'énergie, des matières premières, des surcoûts de production, des faillites en chaîne des entreprises qui vont être encore fragilisées puisque après la crise du Covid, il y a maintenant la crise des remboursements des prêts garantis par l'État, donc qui menace plus de 25% des entreprises qui ont souscrit. C'est également le chômage qui s'accroît,
avec plus 7,3% de chômeurs en plus, comment et des radiations, comment en pagaille, qui masquent un petit peu comment la réalité de la situation comment actuelle. L'augmentation comment de la précarité, et notamment de la précarité alimentaire, qui touche de plus en plus de personnes, des chiffres comment marquants, hein, 2,4 millions de demandeurs bénéficiaires comment de l'aide alimentaire. Et c'est plus de 4 millions de personnes qui sont finalement touchées comment par la pauvreté comment en France. Donc des chiffres comment assez alarmants. Et c'est dans ce contexte que nous souhaitons comment pouvoir essayer comment de faire différemment, comment pour pouvoir justement se sortir comment de ces crises et amener comment donc les transitions essentielles comment au bonheur de tous. En tout cas, nous l'espérons. Alors, nos territoires d'action pour la Maison d'écologie urbaine et pratique, c'est déjà la ferme du Contint, donc à Paris-Vieille-Poste. Alors, c'est un lieu assez historique puisque cette ferme a existé comment dès le XIIe siècle. Donc, malheureusement, elle a périclité comment à partir des années 50 avec la construction comment de l'aéroport d'Orly, puisque les 2 tiers de l'aéroport d'Orly sont construits sur la commune de Paris-Vieille-Poste. Et c'est là où nous sommes implantés. Donc, c'est la ville aussi comment de Paris-Vieille-Poste, où comment nous intervenons comment dans un projet comment d'urbanisme transitoire, et donc à la demande de la ville et également de l'EPT12 qui coordonne les actions de cette opération d'urbanisme transitoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu dans quel monde, comment, et surtout dans quelle géographie, comment nous intervenons, pour comprendre notamment les questions comment de l'emploi. Nous intervenons également donc, sur le département de l'Essonne, donc, qui est décomposé comment, en 10 intercommunalités, pour voir quelles sont également les forces et les faiblesses de ces territoires, avec l'avantage c'est que l'Essonne est un territoire aussi agricole, comment il n'est pas simplement urbain, et d'une manière générale sur le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre, donc qui regroupe 24 villes, donc principalement situées comment dans le département du Val-de-Marne et comment de la Pointe de l'Essonne, puisque Paris-Vieille-Poste est sur le territoire du Grand Orly Seine-Bièvre. Les enjeux. Les enjeux, comment pour nous tous, comment et sur comment nos territoires, c'est un développement durable. Je pense que tout le monde pourra en faire le constat. Alors, le développement durable, et j'ai prévu comment de vous citer comment finalement cette définition qui me semble et qui nous semble, comment en tout cas pour la Maison de l'écologie urbaine et pratique, être la bonne. Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Dans cette volonté comment, de développement durable, la difficulté comment, de la mise en œuvre, c'est le développement durable qui s'appuie comment, sur 4 volets. Comment, nous, on a placé comment, un volet la coopération en premier, l'environnement, l'équité sociale, l'économie. Sans entreprise viable, il ne peut y avoir de production de biens nécessaires à la collectivité humaine, ce qui inclut également le bien-être et l'épanouissement de ceux qui produisent, donc de ceux qui travaillent dans ces entreprises. Les enjeux sur nos territoires, toujours, donc le développement durable pour la société, l'économie, l'environnement. La société, satisfaire les besoins de santé, d'éducation, d'habitat, d'emploi, de prévention, de l'exclusion, l'équité intergénérationnelle. Au niveau économique, gérer des richesses et améliorer les conditions de vie matérielle. L'environnement, préserver la diversité des espèces, comment des ressources naturelles et énergétiques pour que l'ensemble soit équitable, vivable et viable. Les problématiques des acteurs. Donc, nous avons essayé comment de lister, comment le cas échéant, comment ce que souhaitait, comment en tout cas nous ce que nous percevons, comment des problématiques. Alors, pour la ville de Paris-Vieille-Poste où nous sommes implantés dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt pour une opération d'urbanisme transitoire, c'était eux leur cahier des charges. Participer au développement de l'agriculture urbaine, les conditions comment des produits, le conditionnement de produits, d'offres de restauration permettant la promotion des circuits courts, la création d'un lieu de partage et de moments festifs conviviaux autour de l'agriculture, de la cuisine, en lien avec la démographie de la commune. Plus de 50% de la population a plus de 60 ans sur la ville de Paris-Vieille-Poste, et contribuer donc au développement des activités économiques, notamment sociales et solidaires, de la réinsertion ou de tiers-lieux.
Pour les problématiques comment des acteurs, alors, on a regroupé, même si chacun ont leurs compétences et finalement leurs défis comment à relever. Donc pour l'EPT, le département de l'Essonne, de la région Île-de-France et de l'État, on a noté une problématique, c'est de réduire les dépenses publiques, et potentiellement les transférer sur le privé. Former pour accompagner les transitions et offrir des opportunités d'emploi sur les territoires, produire de la croissance et de l'activité économique contribuant à réduire le chômage, promouvoir une certaine forme d'innovation, lutter contre les précarités, et notamment les précarités alimentaires pour maintenir au mieux la cohésion sociale, améliorer le cadre de vie dans une période de transition qui s'accompagne également d'une période de récession, diminuer les consommations en énergie fossile, tout en luttant contre les précarités énergétiques, réduire et gérer les déchets et les besoins en eau. D'autres problématiques soulevées là, pour les citoyens et les entreprises, parce que derrière chaque professionnel, nous avons un citoyen, une personne privée. Pour les citoyens les plus pauvres et les TPE-PME, trouver les moyens de leur subsistance. Pour les citoyens en activité, les TPE, les PME, conserver des ressources et améliorer leur confort. Pour les plus aisés, PMI, les très grandes, les petites moyennes entreprises, je sais plus, excusez-moi, et les très grandes entreprises, conserver ou faire croître leur patrimoine, leur compétitivité. Pour les plus engagés, avoir la capacité d'agir à l'échelle individuelle et locale pour permettre un changement de paradigme éthique, démocratique et durable, et solidaire avec celles et ceux qui souffrent le plus des crises, visant l'intérêt général et l'épanouissement individuel. Les problématiques, de manière non exhaustive et commune, à toutes les parties, permettent de créer les coopérations entre les acteurs qui n'ont parfois que peu d'intérêts économiques en commun, voire même qui peuvent se retrouver en concurrence, permettent de créer les rapports de force et ou les compromis utiles pour que les plus gros ne mangent pas les plus petits, pouvoir faire face aux difficultés administratives, réglementaires, financières, par la mutation et le partage de moyens et de compétences, bien souvent consécutifs, comme un défaut de veille juridique ou de concurrentielle. Bien souvent, en fait, on se retrouve confronté à des problématiques de ce style qu'on n'avait pas anticipé par méconnaissance, tout simplement, parce qu'on n'a pas le temps, hein, si on est une petite entreprise, de pouvoir tout regarder, tout observer et surtout anticiper. Créer les conditions de la résilience face à la mise en œuvre de modifications, de lois, de règlements et aux conjonctures, aux signes noirs. Alors les signes noirs, c'est les choses improbables, hein. Ce sont les crises sanitaires, ce sont les guerres, ce sont parfois des attentats ou des crises financières. Il faut réfléchir aux moyens de pouvoir y résister. Alors en 3, présentation de l'équipe, comment est récit de la genèse du projet. Alors, voici la fine équipe du départ, donc avec Baptiste Poulain, qui est le premier gérant élu de la coopérative, la Maison de l'écologie urbaine et pratique, avec lequel on s'est rencontrés dans une initiative des Grains de Sel, qui est un supermarché coopératif, participatif et solidaire, qui était dans le 13e arrondissement, qui regroupait plus de 1700 sociétaires, et qui également architecte de métier. Béatrice Albaret, qui est cofondatrice également de la Maison de l'écologie urbaine et pratique, qui a contribué également à l'émergence du supermarché Les Grains de Sel, et qui est également cofondatrice d'une autre coopérative qui s'appelle COP Commun, qui porte un projet de pôle territorial de coopération économique. Goulvin Abasque, qui est cofondateur d'ESCOP, une coopérative d'activité et d'emploi, et qui a passé de nombreuses années de sa vie au sein notamment de l'URSCOP, l'Union régionale des coopératives. Nous avons également Moussassi, qui est également comptable de métier, président d'une coopérative qui s'appelle Nature Nourricière, qui œuvre notamment dans la mise en place de formations en agriculture, permaculture, et également un verger conservatoire. Et ils sont situés au Creusot, mais il habite également sur Paris. Et puis moi-même, qui œuvre depuis une vingtaine d'années à l'émergence d'écosystèmes, pas forcément que coopératifs, mais toujours dans la coopération, et notamment cofondateur des Grains de Sel, de COP Commun et la Maison de l'écologie urbaine et pratique, et aujourd'hui président de l'association de la Maison de l'écologie urbaine et pratique. Alors, en très bref et très vite, en mars, en 2021,
Donc, il y a un lancement d'initiatives auprès des grains de sel pour notamment porter des projets de transition avec les sociétaires. Donc, on est plusieurs à se rencontrer, avec des professions différentes, mais l'envie de faire et notamment de faire émerger une solution visant à accélérer les transitions et notamment la transition alimentaire en rapport avec l'agriculture, en rapport également avec l'éco-construction. Donc, de là, on arrive à cibler un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui était porté par la ville de Paris-Vic-Post et l'établissement public du Grand Orly Seine-Vièvre. On fédère une dizaine de structures autour de nous avec ce projet pour pouvoir proposer une solution d'incubateur de territoire qui serait composé d'un organisme de formation, une coopérative d'activité d'emploi, et qui permettrait notamment de prolonger finalement les réalisations du pôle territorial de coopération économique pour une sécurité sociale de l'alimentation. On est lauréat de cet appel à projet et on est élu à l'unanimité du jury pour occuper de l'eau à Paris-Vic-Post dont je vais vous parler un petit peu plus tard. De septembre 2021 à décembre 2022, on fait une première phase de rencontres et d'ateliers avec les habitants de Paris-Vic-Post, et on recherche à mettre des ponts avec d'autres partenaires pour justement mettre en place ces synergies et ce projet d'ampleur. De ces discussions émerge finalement, au-delà d'un simple projet qui touche l'agriculture et la formation, un projet de restaurant café coopérative et de composteur collectif de quartier. Sur la période de janvier à septembre 2023, on va rencontrer la ville de Paris-Vic-Post, continuer à fédérer, présenter les projets, avoir leur soutien, trouver le soutien de la ville de Paris-Vic-Post pour mener à bien cette initiative. On va également aller rechercher auprès de la région le soutien et notamment de soutien financier pour réaliser les travaux. Et on va continuer à mettre en œuvre des différents événements. Et puis, on va surtout avoir deux phases importantes. C'est que notre coopérative, qui à l'origine était une coopérative loi 1947, sous forme ARL, va devenir une société coopérative d'intérêt collectif avec 7 collèges différents, à part égale en termes de droit de vote pour justement être le levier opérationnel de cette initiative. On va également créer en parallèle l'association de la Maison d'écologie urbaine et pratique qui, elle, aura la possibilité de pouvoir accueillir la mobilisation citoyenne et finalement de participer à l'animation, la formation, la coordination des projets du tiers-lieu de la Maison d'écologie urbaine et pratique. On est plus de 80 adhérents dans cette association aujourd'hui et elle regroupe 25 partenaires. Alors, quelques exemples de la mobilisation qu'on a mis en place à l'échelle de notre territoire. On a réalisé le 23 septembre dernier notre premier forum de l'économie sociale et solidaire, de l'innovation, de la formation, de l'emploi. Plus de 18 structures partenaires qui participent directement à l'émergence du tiers-lieu, la Maison de l'écologie urbaine et pratique étaient présents ou représentés. Il y avait adossé à ce forum un vide-grenier qui a mobilisé plus de 75 exposants, dont les 2 tiers étaient des habitants de la ville, auprès desquels on a pu communiquer sur le projet du tiers-lieu. C'est plus de 2000 visiteurs sur le vide-grenier et environ 200 personnes qui ont visité le forum et participé aux conférences qui étaient données sur le village. Ce que je vous représente à l'écran. Voilà quelques thématiques qu'on a pu aborder lors de ces conférences. On a parlé de sécurité sociale de l'alimentation, on a parlé de consommation durable, d'agriculture urbaine. On a fait également une table ronde, le tout pour expliquer le projet, ses enjeux, de la coopération et continuer de fédérer des personnes et des structures autour de ce projet ambitieux. On a permis également
de pouvoir communiquer sur le lancement de notre expérimentation autour d'un composteur collectif de quartier qui rassemble finalement pour sa mise en œuvre plus d'une quinzaine de structures partenaires et qui fédère déjà plus de 30 foyers sur un objectif de 100 foyers sur ce projet. Nos ambitions, des effets utiles, essentiels, sur lesquels nous souhaitons jouer conjointement. Alors, là, on va se poser un peu pour essayer de comprendre comment nous, on envisage donc la coopération et comment on pourrait tous coopérer ensemble, agir, mutualisation et compétences de ressources, infrastructures, activités actuelles, secteurs d'activité touchés par l'initiative qu'on met en place autour de la maison de l'écologie urbaine et pratique. Alors déjà, agir, on agit sur plusieurs leviers, hein, c'est notre volonté, l'innovation économique et sociale, l'écologie, l'environnement, formation et l'emploi, l'économie, la création d'activités, la lutte contre les précarités, le lien social, la prévention, la santé. Pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, effectivement, c'est un groupe qui doit s'en occuper, donc des partenaires, qui soient aussi bien des personnes physiques que des personnes morales, qui puissent mutualiser leurs compétences et leurs ressources, pour notamment porter ensemble des projets, répondre à des appels à projets, communiquer, animer, comment faire de la veille, former et fédérer des compétences, mutualiser des fonctions support, comptabilité, ressources humaines, services informatiques, mais également au niveau du juridique, des banques, assurances, des institutionnels, des recherches de fonds, sur les questions également qui touchent aujourd'hui beaucoup de porteurs de projets et sur lesquels ils butent, c'est notamment la disponibilité du foncier, des problèmes de logistique, notamment tout ça, c'est de la recherche et du développement, d'où la présence de laboratoires de recherche qu'on essaye d'emmener avec nous sur ce type de projet. Donc une pluralité de compétences qui sont nécessaires et qui sont difficilement supportables pour une seule petite structure. Donc c'est là que la coopération doit rentrer, puisque tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Au niveau des infrastructures qu'on a développées au sein de la Maison d'écologie urbaine et pratique pour justement mettre en place ces ambitions, c'est déjà une association, loi 1901, qui remplit les conditions d'intérêt général, une société coopérative d'intérêt collectif qui a également un agrément ESUS, donc une reconnaissance d'utilité sociale. Une réflexion aujourd'hui sur une SCI en lien avec une foncière pour l'achat des locaux sur lesquels on va mettre en œuvre nos projets, et notamment celui du restaurant café coopératif. Une coopérative d'activité et d'emploi qui permet d'être un tremplin notamment entre des gens qui sont en formation au centre dans nos activités, mais qui peuvent également venir sortir d'un statut d'auto-entrepreneur s'ils le souhaitent pour justement rejoindre cette coopérative d'activité et d'emploi et pouvoir éventuellement travailler pour plusieurs structures. C'est un centre de formation qu'on est en train de mettre en place. Aujourd'hui, on a l'agrément organisme de formation et on vise le Calliope pour que justement notre structure puisse également accompagner d'autres structures qui auraient besoin de ce Calliope, mais qui auraient des difficultés pour pouvoir tout simplement payer l'ensemble des frais et suivre toutes les dispositifs administratifs qui l'encadrent. Une centrale d'achat et de référencement pour justement repérer l'ensemble des besoins autour de notre territoire, autour de notre projet, et ensuite pouvoir également faire le focus sur les membres de l'écosystème. Alors aujourd'hui, nos activités actuelles et nos projets, c'est le restaurant café coopératif qui devrait voir ses travaux commencer à partir de janvier. Un composteur collectif qu'on a déjà mis en place sous sa première phase expérimentale en octobre dernier, une briqueteque, une greenothèque, un club cigale qui est en train de se monter. Donc on devrait pouvoir créer ce club d'ici la fin du mois de novembre, puisqu'on aura atteint le nombre minimal de participants. Donc un club cigale, c'est un club d'investisseurs, c'est de l'épargne citoyenne. Un incubateur qui permet effectivement d'accompagner des projets de territoire et de les lancer. De l'éducation populaire, puisqu'on continue à faire des conférences, des ateliers,
une antenne locale du pôle territorial de coopération économique pour une sécurité sociale et comment cette casquette tiers-lieu qui permet effectivement de pouvoir comment agir dans multiples secteurs d'activité. Donc là, j'ai essayé comment de lister un petit peu comment tout ce qu'on touche, comment actuellement, hein, la restauration alimentaire, le bâtiment, l'agriculture, l'administratif, comment la communication, l'animation, la gestion de projet, la logistique, l'informatique, et la notion comment culturelle, notamment en partenariat avec d'autres acteurs situés sur le tiers-lieu de la maison de la ferme de Contint. Donc, 9 activités complémentaires qu'on souhaite créer, et qu'on met en œuvre dès aujourd'hui, donc que je vous ai listé préalablement. Alors, pour pouvoir parvenir justement à créer des conditions, la coopération et être attractif, et pour parler au plus grand nombre, l'idée c'est justement de mettre en place 2 projets phares. Donc, on a d'une part le restaurant café coopératif, donc qui va se mettre en œuvre, et ce composteur collectif. Donc, le restaurant, ça touche tout le monde et au quotidien, avec tout un dispositif également solidaire, mais également tout un dispositif de formation. Et pour le composteur, là, c'est vraiment de fédérer à l'échelle du local une centaine de familles qui pourront accompagner ce projet. Alors, en 2 mots, hein, le café coopératif, c'est un restaurant qui pourra accueillir entre 50 et 70 couverts, donc toucher tout le monde au quotidien, que ce soit des habitants de Paris-Vieille-Poste, des salariés des entreprises, des entrepreneurs, auxquels on pourra justement communiquer sur l'ensemble de nos projets. C'est la capacité également de le faire porter en organisme de formation et de pouvoir former 10 à 12 personnes en lien avec un établissement public de formation qui notamment est à Grigny et de pouvoir proposer aux personnes qui sont en formation dans le restaurant de pouvoir également compléter leurs revenus par le biais d'une coopérative d'activité d'emploi en travaillant soirée week-end. C'est une connexion également au projet de composteur collectif, puisque il y aura une valorisation finalement des biodéchets qui sont faits. Alors, vous m'excuserez, je viens de m'apercevoir qu'il y avait eu un mauvais copier-coller, donc ne tenez pas compte de ce qui est en orange sur la slide. Voilà quelques visuels du restaurant café coopératif. Voilà, donc quelque chose de beau qui donne envie de participer, une implantation. Et finalement, c'est autour de restaurant, donc de la convivialité, de la formation, de la mixité et la possibilité d'avoir un lieu pour pouvoir justement agir ensemble au sein du territoire, mais également de faire le pont du champ à la fourchette avec des réseaux de paysans qu'on fédère autour de cette initiative. Donc, le composteur collectif, rapidement, donc sur un autre lieu situé à la ferme de Contint. Donc là, c'est un pavillon de compostage de 25 mètres carrés qui pourra valoriser jusqu'à 10 à 15 tonnes de bioressources par an, une centaine de foyers mobilisés, un chantier de formation en agriculture pour accompagner ce projet qui sera connecté à plus d'une quinzaine de partenaires pour notamment des villes, collectivités, d'autres associations pour les besoins du chantier de formation et de trouver des terres pour de la production maraîchère, mais également le développement de filières de type horticole sur des plantes d'épaulement, des biocarburants et de l'ortie pour notamment la fabrication de fibres textiles. Voilà quelques petits visuels. Donc, à quoi ressemble un pavillon de compostage. Alors, pour résumer, donc l'AMEUP, c'est un projet engagé, donc c'est la création d'un commun qui lutte contre les précarités et qui œuvre à l'accélération des transitions par la formation, l'emploi, le maintien et la création d'activités et surtout la coopération. Alors, les solutions mises en œuvre, pour répondre aux besoins, c'est là que vous allez vous casser la tête. Donc, on a essayé de modéliser pour essayer de résumer finalement que la coopération, elle ne se fait pas naturellement, mais qu'elle nécessite finalement de l'organisation, puisque pour un projet qui se veut ambitieux dans les transitions, il faut parler quasiment à tout le monde et notamment pouvoir fédérer. Il faut que chaque acteur puisse se retrouver et surtout avoir une forme de gagnant-gagnant.
Donc, sur les spécialistes reconnus, ils nous aident notamment à la mise en œuvre des projets. Quand on parle de spécialistes reconnus, on parle de bureaux d'études, on parle d'entreprises spécialisées, on parle de producteurs également, qui contribuent notamment à faire de l'éducation populaire, puisque là, il y a des perméabilités également, au travers des ateliers, des conférences et directement de leur immersion dans l'écosystème. Pour les habitants, les citoyens, c'est la possibilité, pour eux, directement, de consommer et d'agir et de se former au sein de l'écosystème et de profiter, finalement, de tous les services qui seront développés. Pour les collectivités territoriales, on en a parlé tout à l'heure, c'est la possibilité, justement, d'accompagner leur politique publique sur notamment les formations, sur notamment la réduction des déchets, sur le développement d'activités économiques. Et puis, derrière, c'est continuer à développer en synergie avec des fois des acteurs qui sont plus éloignés. On parle par exemple des producteurs. À titre d'exemple, aujourd'hui, on essaie notamment de permettre de redévelopper finalement des principes d'AMAP. Alors pour ceux qui connaissent, ou de panier bio, en direct producteur, et en diversifiant ses activités avec les paysans, pour proposer notamment de fournir en planification le restaurant déjà de la Meup, mais de fédérer d'autres restaurants pour pouvoir justement avoir des commandes plus importantes, pouvoir notamment avoir une présence sur les marchés, où là, on peut avoir également du diffus et est distribué en direct auprès des habitants et de pouvoir écouler des surplus auprès des restaurants partenaires ou bien directement sous forme de dons pour notamment l'aide alimentaire. Au niveau des restaurants collectifs, aujourd'hui, un gros enjeu pour nous, c'est de rapprocher finalement aussi les collectivités de notre organisation, puisque finalement, de plus en plus de collectivités se tournent aussi sur la possibilité de racheter des terres agricoles pour produire et fournir directement les cantines scolaires. Donc, pourquoi pas le faire avec également des paysans engagés et ainsi pouvoir renforcer un modèle paysan qui souffre énormément de l'ensemble des crises qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Au niveau des associations, c'est la capacité également de faire le pont avec elles, et notamment pour orienter les personnes en situation de vulnérabilité, alors soit pour avoir accès, et ça c'est un de nos projets d'alimentation solidaire, avoir directement accès au restaurant pour consommer des produits et des services sous forme d'orientation qui pourront être financés par l'écosystème, soit directement par du don des consommateurs du café, soit par l'activité économique qu'on va développer tout autour. Donc, sur le tiers-lieu, si vous suivez ma flèche, l'idée, c'est 3 activités phares: le restaurant café coopératif, le composteur collectif de quartier, la coopérative d'activité et d'emploi. On a rajouté la grainothèque, la bricothèque, qui seront des projets annexes. Donc là, c'est pour véritablement l'action à l'échelle du local, mais tout autour, on va aller rechercher notamment à développer des activités qui vont sortir en dehors du tiers-lieu, à travers notamment la création d'un club Cigale, donc un club d'investisseurs qui pourra aider notamment les activités d'incubateurs, c'est-à-dire la capacité de pouvoir accueillir des porteurs de projets, les mettre en relation avec les autres membres de l'écosystème pour pouvoir justement les accompagner et les financer dans leur projet. C'est également la capacité de pouvoir alerter les entreprises qui sont en difficulté, de se rapprocher éventuellement de cet écosystème afin de trouver des solutions, peut-être pas pour sauver leur entreprise, mais sauver leur savoir-faire et les réintégrer finalement dans le tout. Au niveau de notre centre de formation, il est directement connecté à la coopérative. Nous, on a 3 volets de formation aujourd'hui: le BTP, la restauration alimentaire et également la partie agriculture. Au niveau des mobilités et la logistique, c'est un point important. Donc là, on a fédéré également une structure qui est dédiée dans les logistiques et qui travaille déjà avec les partenaires pour venir justement nous aider à mettre en œuvre ce projet. On parle également d'autres effets induits par nos actions. Ça va être des actions de la prévention santé, puisque en
retrouvant, comment sortant de la précarité, peut-être en retrouvant du travail, en pouvant comment s'alimenter mieux avec comment des coûts accessibles, et ben forcément, bah, ça agit également sur la santé et en redonnant en fait la capacité comment de mieux se nourrir, et de contribuer ainsi à son mieux-être. À travers ça, c'est reprendre comment les principes de ce qu'avait mis en place la Bellevilloise de 1877, c'est-à-dire vraiment une bourse de travail interconnectée comme un ensemble, comment des personnes qui collaborent sur ce projet et permettent comment également de mieux trouver un emploi, une formation et comment effectivement de pouvoir comment mieux vivre. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Donc, j'ai peut-être été un petit peu vite, comment sur pas mal de choses. C'est peut-être un peu complexe. Mais si vous avez des questions, comment vous voulez intervenir ou réagir, comment je peux déjà commencer peut-être à donner la parole à Brian, et après, comment s'il y a des personnes qui ont des questions, on se fera un grand plaisir d'y répondre. Brian, tu voudrais réagir? Oui, peut-être assez rapidement, pardon, pour qu'on laisse la place aux échanges, mais peut-être que je peux préciser un ou deux points qui permettent d'éclairer à travers la façon dont tu présentes le projet, en quoi ça rejoint, on va dire, une certaine façon de penser la dynamique économique, et puis peut-être aussi quelle série de questions ça pose. Alors, je vais être très rapide, j'ai trois points qui me paraissent importants. Il y a deux points qui sont sur la mécanique économique, on va dire, qui est derrière le projet. Alors, je pense qu'on le voit assez bien dans ton schéma et surtout la façon peut-être dont tu l'as expliqué. Il y a quelque chose qui est central, me semble-t-il, dans ce que vous cherchez à faire, que nous, on appelle dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération une logique d'encadrement. Si j'essaye de préciser derrière ce qu'il y a, c'est en fait, on a toute une histoire économique où la capacité à créer de la valeur, à avoir une certaine productivité, une certaine efficience, si on veut, dans la production, elle a tenu au fait qu'on divise de plus en plus le travail, qu'on spécialise de plus en plus de travail sur des secteurs, des sphères professionnelles bien identifiées. Et on a fait l'hypothèse qu'en étant dans cette logique-là de division, de spécialisation, d'économie d'échelle, de transformer aussi du travail par de la machine parce qu'on standardise des processus, ça crée une dynamique économique. Et ça l'a fait d'une certaine manière. C'est à partir de cette logique-là économique qu'on a développé tout un tas de biens et de services dont on bénéficie aujourd'hui. Parfois, c'est là tout le souci, au détriment des questions écologiques. Et là on se fait rattraper. Vous, il me semble que ce que vous essayez de faire, c'est de fonder l'économie sur autre chose, et c'est là que nous, on appelle ça encadrement. Quand tu dis, Sébastien, à travers l'activité de restaurant du midi sur le tiers-lieu, en réalité, je reprends un peu des mots, je retraduis, mais il y a plein d'enjeux, d'effets utiles qui se cumulent. C'est à la fois se restaurer, au sens très classique du terme de ce que fait un restaurant, de principe, on y rentre, on a faim, on sort, on a moins faim. Mais c'est bien au-delà, c'est créer du lien entre les différentes personnes, entre les habitants, peut-être même différents publics. C'est peut-être faciliter l'accès à des paniers en étant sur place, c'est-à-dire en même temps on vient se restaurer, en même temps peut-être on a un accès facilité à des légumes, des paniers. C'est créer les conditions pour limiter le gaspillage, parce que derrière les déchets, il y a des structures comme DM Compost, où il y a tout un processus qui est mis en œuvre pour limiter le gaspillage. C'est aussi créer les conditions d'un développement de la professionnalisation, de l'emploi, de la formation des salariés qui sont dans la cuisine. Et puis, c'est en même temps, c'est un peu ton point de départ, c'est aussi créer un outil au service de la politique de la ville sur tout un tas d'enjeux de transition écologique, de pouvoir faire face à des possibles crises, de donner des perspectives dans un contexte de chômage, puis si on tire le trait, peut-être aller aussi sur des enjeux de prévention de la santé, si on considère la santé au sens large. Moi, c'est le premier point que je veux souligner, c'est que ça, le pari, d'une certaine manière, qui est fait, c'est le pari de l'encadrement. Plutôt que de diviser tout en silos et d'essayer de faire des gains de productivité silo par silo, avec le risque qu'au final, ça produit plein de difficultés, notamment sur le point écologique, c'est à partir d'une même activité, un même lieu,
on prend en charge toute une série d'enjeux qui sont sinon traditionnellement pris en charge par plein de structures. Et là, le pari, il me semble, c'est que c'est la question, d'une certaine manière aussi de votre projet, c'est est-ce que c'est plus pertinent? Est-ce que ça permet en fait d'être plus efficient et donc d'être plus en phase avec à la fois les attentes des différents acteurs que tu énonces et en même temps les défis liés à la transition écologique. Donc là, il y a une logique économique qui part sur d'autres fondements que la logique classique de spécialisation, de volume, de standardisation. Deuxième point, tu l'as très bien souligné, c'est que pour faire ça nécessite de construire toute une dynamique de coopération entre tout un tas d'acteurs. Parce que bien évidemment, ce n'est pas les quatre portraits que tu nous as présentés autour de la meuble qui vont pouvoir tenir tous ces enjeux. Ça mobilise énormément de compétences diverses, d'expériences diverses, potentiellement d'outils, d'équipements, d'infrastructures diverses. Et pour que ça marche, ça veut dire qu'il y a besoin d'installer les conditions de la coopération. C'est d'une certaine manière ce que vous avez déjà enclenché comme processus dans toutes les activités, toutes les discussions, toutes les relations que vous avez entamées avec les différents partenaires. Tu ne l'as pas dit tel quel, mais quand on en discutait, je me souviens que tu me disais que l'idée du restaurant café coopératif ou du compostage, par exemple, n'était pas complètement définie comme telle au tout démarrage du projet. Si ça se consolide de cette manière-là, si j'ai bien compris, c'est parce que vous avez créé les conditions d'un dialogue avec d'autres acteurs et à un moment donné, l'activité restaurant, café coopératif, compostage apparaît comme des activités qui font sens, en tout cas a priori, pour soutenir la dynamique. Là, ça, nous, on appelle ça la coopération, c'est la capacité à concevoir et à réaliser son travail en étant attentif aux enjeux et aux contraintes des autres. Ça, c'est fondamental parce que tout le premier volet que j'ai raconté sur la question de l'encadrement, ça ne tient pas en réalité s'il n'y a pas une dynamique de coopération solide et de capacité d'écoute et de prise en charge des contraintes des autres. Alors, peut-être troisième point, il me semble que c'est plutôt essayer d'identifier quelques questions qui, de mon point de vue, sont devant vous. Je dis parce qu'on le retrouve chez plein d'autres acteurs. Évidemment, on n'a pas une connaissance complète de toutes les questions qui vont se poser. Ça se découvre au fur et à mesure et chaque projet est singulier. Mais il y a quand même des points qu'on retrouve souvent pour ceux qui essayent d'engager une dynamique comme celle-ci. J'en donne quelques-uns en vrac, mais il y en aura plein d'autres, mais dans ceux qui me paraissent un peu centraux. Il y a une première question, c'est comment vous arrivez progressivement à stabiliser des activités qui répondent aux attentes des personnes et qui soient réalisables et tenables, on va dire, professionnellement. Là, tu l'as très bien dit, au début, les deux activités phares, compostage, resto, café, coopératif. En même temps, on voit bien qu'il y a tout un tas de possibles d'autres activités, soit qui sont déjà comme des idées que vous avez, soit des choses que vous pourriez faire parce qu'il y a de la compétence derrière, soit d'autres que vous imaginez, j'imagine, comme pertinentes parce que complémentaires avec celles que vous avez déjà esquissées. Tout l'enjeu dans des projets comme ça, et c'est jamais simple, c'est comment on articule ce qu'on appelle parfois le possible, tout un tas d'activités, on le voit très bien dans ton schéma, il y a plein de choses possibles, comment on articule le souhaitable, excusez-moi, qui est toutes les activités imaginées, et le possible, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qu'on est en capacité de prendre en charge, étant donné les moyens qu'on a, les ressources qu'on a, la capacité qu'on a à financer telle ou telle activité. Là, il me semble qu'il y a un premier défi auquel vous êtes déjà confronté, qui est rarement le plus simple. C'est entre l'ambition très très large qui vise à embrasser, tu l'as très bien dit, tout un tas d'enjeux, à relier tout un tas d'enjeux aussi fondamentaux que se nourrir, faire face aux crises, développer de l'emploi, etc., etc. Entre ça et des activités très, très concrètes, là, il y a l'espace, on va dire, de la conduite de projet et il y a votre intelligence qui sera suscitée pour stabiliser des formes possibles, acceptables, qui répondent aux attentes, qui vous permettent d'être aussi rentables et qui soutiennent le développement du projet dans le long terme. Autre question, il y en a juste deux autres, après je m'arrête, qu'on retrouve, c'est comment vous allez animer cet écosystème coopératif territorialisé. Là aussi, je le pose dans le futur, en réalité, vous êtes déjà en train de le faire, en partie. Mais
on voit bien que ça mobilise plein de structures. La coopération, c'est jamais simple parce que chacun a ses propres temporalités, chacun a ses propres disponibilités, chacun a ses propres contraintes et ses enjeux sur lesquels il y a des choses plus ou moins importantes. Chacun est en capacité d'assumer une certaine prise de risque face à des incertitudes. Et là, ça va venir, et ça vient sans doute déjà, vous solliciter dans la capacité à comment vous animer cet écosystème, comment vous prenez le temps d'être à l'écoute des enjeux des uns et des autres, comment vous construisez les cadres qui soutiennent la coopération, comment vous essayez d'embarquer les acteurs, mais dans une direction qui fait sens pour eux. Bref, il y a toute la question de l'animation très concrète de tout ça, et pour soutenir l'engagement des acteurs au fur et à mesure dans le projet. Et puis, dernière question, qui n'est pas la moindre, qui est, on va dire, qui est plus dans le dur des questions qu'on met traditionnellement derrière les enjeux économiques, c'est que, à un moment donné, ça pose aussi la question comment vous contractualisez, comment vous conventionnez. Les acteurs, à quoi s'engagent-ils au regard de la dynamique collective, que ce soit les habitants, comment ils s'engagent pour soutenir le processus, que ce soit les structures partenaires qui participent à l'activité, ils sont en capacité de s'engager sur quoi? Et derrière, quelle forme de contractualisation, quelle forme de contribution et de rétribution, on pourrait dire, entre les différents acteurs de l'écosystème pour que ce soit tenable, jouable dans le temps et que ça installe une relation économique qui n'est pas fondée sur la domination, mais qui est fondée sur une logique de coopération où on rétribue, on rémunère les personnes qui contribuent au projet au regard de ce qu'elles font réellement d'utile dans la dynamique. Je dis ça, là, c'est pas rien. Là, il y a tout un tas de projets comme le vôtre qui, justement, cherchent à sortir d'une mise en concurrence ou sortir d'une logique de marché où toutes les 2 secondes, on fait du zapping, on met tout le monde en concurrence, on fait la pression pour avoir le prix le moins cher. Vous, c'est pas ça que vous voulez. Et du coup, la question, ça va être c'est quoi le type de relation, quel mode de contractualisation, quel mode de convention pour soutenir une logique beaucoup plus coopérative et qui permet à chacun de, je dirais comme ça, de prendre le risque de la coopération, de prendre le risque de l'autre, de prendre le risque de s'aventurer dans un projet qui n'est pas préétabli au début, mais qui va nécessairement se construire chemin faisant au fur et à mesure que les choses avancent et que de nouveaux besoins, de nouvelles attentes émergent. Très bien. Ah ben, on va essayer déjà d'y répondre pour la première question. Au niveau du financement, effectivement, le financement est un enjeu majeur, comme tu l'as rappelé. Alors, il passe déjà sur nos types de projets, comment par les rechercher, comment donc les premiers partenaires qui peuvent apporter comment finalement une subvention qui répond à une politique publique. Alors, par exemple, c'est la région qu'on a été chercher, notamment pour notamment la réalisation des travaux, avec un cofinancement de 100 000 euros qui nous a été octroyé dans le cadre d'un appel à projet qui était notamment autour de l'urbanisme transitoire. C'est de répondre également aux enjeux du territoire en termes de recherche de revitalisation d'activités économiques. Donc là, on a été répondre également à un autre appel à projet qui était porté par la direction de l'emploi, du travail, des solidarités pour notamment accompagner notre projet sur 2 ans pour l'émergence de la coopérative d'activité et d'emploi. Notamment donc un financement de 80 000 euros sur les fonctions support, donc sur 2 ans. On a été également rechercher des concours bancaires. Alors ça, c'est sur la partie coopérative. C'est sur la SIC dont je parle. Donc là, on est en train de mobiliser France Active pour qu'ils nous accompagnent dans cette logique, en cautionnement, et plus des concours bancaires. Donc, et là, on en est simplement on va dire, sur la première partie, qui est celle du cofinancement de la mise en place des aménagements, la rénovation des bâtiments pour commencer l'activité. Ça, c'est déjà le premier point. Sur la partie mobilisation comme animation, puisqu'on a vu qu'on avait besoin de tout un tas de compétences. Je remonte un tout petit peu dans ma présentation. Donc, on a vu que
effectivement, là, on a besoin de communiquer, on a besoin comment de professionnels, que ça soit comment juridique, des bureaux d'études, etc. Donc là, on a été recherché comment l'ADEME, auprès desquels on a fait une demande de subvention, donc pour nous accompagner, pareil, sur un projet de 2 ans, qui nous permettent aussi comment de payer déjà de payer des fonctions support comment au sein comment directement de l'association pour réaliser comment ces tâches d'animation et d'autre part, d'aller rechercher comment des prestataires qui puissent nous accompagner très clairement à la remise en œuvre. Donc là, on a parlé comment finalement de cette première phase qui est celle d'aller rechercher comment donc des subventions et des financements publics pour nous accompagner. Ensuite, comment tout doit aussi comment ne pas reposer que sur la subvention, mais bien de pouvoir nous en émanciper. D'où comment l'intérêt comment de mettre en place des activités comment à fort potentiel, comme le restaurant qui permettra aussi comment de financer comment dans le temps comment d'autres projets, d'autres prestataires pour pouvoir le faire. Donc, c'est d'aller rechercher des activités comment à fort potentiel qui permettent comment d'avoir une pérennité ensuite et de nous émanciper comment de la subvention et de construire comment à côté, comment au fur et à mesure, comment des autres dispositifs. Donc on est bien conscient que tout ce qui a été évoqué ne va pas se faire en claquant des doigts et en 5 minutes, mais on est surtout sur une phase entre 5 et 10 ans où on va mettre en place comment finalement l'ensemble des dispositifs. Sur comment la question animation concrète comment auprès comment des acteurs pour rester connectés comment à leurs attentes pouvoir les intégrer comment dans le projet. On est d'accord que sur un projet comment d'une telle ampleur, on sait qu'on est tous comment accaparés les uns des autres par nos activités propres et professionnelles et notre activité comment finalement comment à développer et consacrer comment du temps en plus pour justement contribuer à l'intérêt général ou à l'intérêt collectif, c'est difficile. Donc nous, notre première en fait intention, c'est que ça soit comment du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que on n'ait pas besoin d'aller chercher comment nos partenaires, comme on peut leur dire on va faire, on a besoin de toi pour telle ou telle chose. C'est qu'on soit toujours en interaction comment avec eux et que ça commence déjà par de l'activité économique pour eux, du gagnant-gagnant. Alors, je parle par exemple comme il y a des M-Compost qui est présent, on va parler d'eux. L'idée, c'est pas qu'ils viennent gracieusement comment pour mettre en place ce projet, mais c'est que comment ils ont déjà comment entre guillemets un pied comment sur le territoire pour notamment l'animation comment auprès comment des habitants, etc. Donc là, ils ont déjà reçu des ressources comment de la part, je crois, de l'EPT. Julie pourra peut-être nous confirmer un peu plus tard, mais c'est ensuite comment de pouvoir avec comment leur activité bureau d'études, leur payer comment finalement leurs prestations, comment à travers notamment à travers comme les subventions qu'on aura touchées comment par ailleurs, donc directement les intégrer et qu'ils soient directement intéressés financièrement comment à la mise en œuvre. Et c'est ce qui se passe comment finalement avec tous nos partenaires. Sur la formation aujourd'hui, on est organisme de formation, mais nous ne sommes pas comment donc directement à la manœuvre sur comment aller porter comment les formations. Donc là, on s'est rattaché comment à CFP, qui est le Centre de formation et de profilisation de Grigny, donc qui est un CFA et qui porte comment directement les formations et les stagiaires. Donc eux, ils sont payés comment entre guillemets pour faire ces opérations de formation. Donc, ils ont un intérêt comment à trouver des plateformes techniques comme la nôtre pour pouvoir accueillir comment leurs apprenants et pouvoir comment porter comment des projets comment ambitieux. Ils y trouvent aussi comment tout naturellement leur intérêt. Pareil pour les bureaux d'études, pareil comment pour les paysans, comment finalement, puisque là on est en train de travailler comment à des approvisionnements directs, comment du champ à la fourchette. Donc c'est comment on arrive à consolider leur modèle économique. Donc ça consistera pour nous, le restaurant, à faire comment de la planification, de la programmation avec eux pour leur racheter comment donc les denrées et les planifier comment sur l'année. Donc sur comment le côté comment animation très concrètement pour rester connecté comment avec les personnes et leurs attentes, c'est directement de l'activité concrète au quotidien dans lesquelles on est obligé de se voir, on est obligé de se parler et sur lesquels comment justement on peut continuer comment de créer comment finalement des projets comment en commun. Sur la question de la contractualisation, en fait, on a plusieurs portes comment d'entrée. Alors, on a déjà comment l'association. On sollicite comment donc les personnes qui intègrent l'écosystème à pouvoir devenir adhérents de l'association.
Donc, pour que justement, ça puisse contribuer à payer finalement des fonctions support nécessaires, à l'animation, à la formation, à la communication sur l'ensemble de l'écosystème. Ça permet également pour l'ensemble des partenaires d'être tenus au courant de ce qui se passe, et notamment à travers les assemblées générales qui peuvent se mettre en œuvre, où on a un récapitulatif de toutes les actions, même si on n'a pas eu l'opportunité de les suivre en intégralité. Ça, c'est une première porte d'entrée sur la question de la contractualisation. La deuxième porte d'entrée, c'est la SIC, où on peut devenir sociétaire. Donc, l'association de la Maison de l'écologie urbaine et pratique elle-même est sociétaire de la SIC, mais il y a également un autre levier pour les personnes qui sont les plus impliquées dans le projet, de pouvoir devenir directement sociétaire sur l'outil de production. Donc, qui est la SIC, et de pouvoir directement participer à la gouvernance. Et comme pour l'association ou pour la SIC, ce sont des communs, l'idée, c'est que ça soit aussi une gouvernance démocratique, où on peut renouveler l'équipe dirigeante, puisqu'elle est élue, et elle peut être renouvelée au fur et à mesure de chaque année. Sur les conventions qui peuvent être réalisées, donc ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Alors, par exemple, avec nos paysans, c'est de la convention où nous on s'engage finalement à un volume sur l'année pour l'alimentation du restaurant et des autres activités qu'on pourrait avoir, et de leur côté c'est de s'engager à nous fournir avec des prix bloqués. Donc, là, on sort aussi d'une logique uniquement de marché, ou de payer les fruits, les légumes en fonction des prix du marché, mais d'avoir en fait un prix fixe à l'année. Voilà quelques exemples de conventions qui peuvent se faire. Avec le centre de formation CFP, on leur a proposé un modèle de convention. Alors, un modèle de convention également pour l'occupation ou la mise à disposition des plateaux techniques, donc qui permettent de la rémunération pour la coopérative, mais c'est également la possibilité de décider ensemble des formateurs, et potentiellement que ce soit des formateurs qui soient issus de la coopérative d'activité d'emploi, qui nous permet de privilégier finalement des intervenants que nous connaissons et qui sont intégrés directement dans les activités soit directes, soit indirectes du tiers-lieu et de ces activités. Voilà quelques exemples de conventionnement, et puis je crois que ça doit se travailler au fur et à mesure en fonction de chaque partenaire. Une chose que je voudrais insister, c'est notamment la place des collectivités dans cette équation. Que ce soit sur l'association ou que ce soit sur la société coopérative d'intérêt collectif, les collectivités ont la possibilité soit de devenir sociétaire, soit de devenir adhérent. Je crois qu'il est important dans un projet d'intérêt collectif, voire même d'intérêt général, justement que les collectivités soient présentes, que ce soit la ville, que ce soit le PT, que ce soit la région. Ils peuvent le faire aujourd'hui sur les modèles des SIC, même s'ils ne sont pas encore assez connus et assez promus. Il y a déjà en fait des expériences comme par exemple Coopérative Bio-Île-de-France, qui est une coopérative de producteurs, et où il y a une centaine de collectivités qui sont sociétaires de cette coopérative. Donc ça, c'est possible, et surtout, c'est nécessaire pour justement permettre que tout le monde se sente concerné, et que ça soit pas l'histoire du dominant-dominé, avec les histoires des subventions, mais qu'on soit véritablement dans des partenariats et dans une équité au niveau notamment de la gouvernance démocratique de ces structures. Voilà, Brian, ce que je peux te dire sur ces réponses. Ces questions, plutôt. Ah, je t'entends pas, Brian. Non, à vrai dire, c'était des questions justement qui restent vivantes, mais du coup, ça apporte plein d'éclaircissements, donc c'est très bien. Est-ce que Valérie, tu voudrais rebondir un petit peu sur cette présentation, sur les propos de Brian, sur d'autres exemples éventuellement que tu voudrais mettre en avant, sur lesquels tu as collaboré avec l'ADEME? Oui, merci pour cette présentation. Effectivement, le schéma, les deux schémas présentent tout l'écosystème que vous avez déjà réussi à mettre en mouvement, et comment, en chaussant les lunettes du modèle économique différencié, on les amène à travailler ensemble différemment. Et donc, pour illustrer ces travaux déjà réalisés en partie par les trois projets territoriaux qu'on accompagne déjà, donc DM Compost,
l'association Rejouer, mais aussi, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure en introduction, la SIC Archipossible, située dans l'Essonne, qui permet de mettre en relation des habitants qui veulent auto-rénover leurs habitats avec des professionnels de la rénovation. Et donc, qui permet d'accompagner et d'émanciper les habitants qui veulent faire par eux-mêmes des travaux de rénovation et tout l'écosystème d'échange, de solidarité, d'accompagnement qui se met en place via la structure Archipossible. Euh, donc les trois projets territoriaux qu'on accompagne, c'est sur une phase tout d'abord d'émergence, où ils sont accompagnés par des consultants qui les aident à travailler leur projet en retravaillant sur leur offre, qui doit sortir effectivement du modèle économique dominant et de mettre en avant plus de la valeur de leurs offres que juste répondre à des marchés ou à des sollicitations diverses et variées. Et puis aussi travailler sur l'écosystème d'acteurs, comme le disait Sébastien et Brian. On ne peut pas faire seul, mais avec l'écosystème d'acteurs. Et puis ensuite, après la phase d'émergence, il y a la phase de déploiement. Comment on met en place de l'expérimentation avec un pool d'acteurs et comment concrètement on arrive à mettre en place ces offres différenciées qui redonnent du sens au travail, aussi bien en interne à la structure que avec l'écosystème d'acteurs qui est mieux mobilisé. Euh, voilà. Très bien. Est-ce que d'autres personnes voudraient intervenir? Bon, en fait, si vous me le permettez, bon, j'ai une question à poser. Bien sûr. Oui, en fait, tout à l'heure, vous avez parlé donc que, comment dirais-je, la MUP donc faisait partie d'une, comment dirais-je, en fait, d'un PTCE, c'est ça? Voilà, on Oui, est. bon, oui, oui, bon, en fait, je voulais en fait en savoir plus donc voilà sur ce PTCE-là. Bon, par exemple, je peux dire par exemple les autres membres. Et aussi, bon, est-ce que actuellement, en fait, vous avez une feuille de route, donc en fait, en ce qui concerne la PTCE? Et en fait, si c'est le cas aussi, donc voilà, en fait, où se situe actuellement, comment dirais-je, le projet? Alors, sur le PTCE, donc c'est le PTCE COP commun pour une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a, Voilà, c'est ça. il y a 20 membres soutiens sur le PTCE, dont le PT12, via son président, donc Monsieur le prêtre. On a également la ville d'Ivry-sur-Seine qui est soutien comment, de ce projet. Il y a également la ville de Gentilly qui soutient ce projet. On a comment, plusieurs comment, structures comment, de l'ESS comment, du territoire qui soutiennent également comment, cette démarche et comment les paniers bio du Val-de-Loire qui malheureusement, je ne sais pas si vous l'avez appris, mais ont été placés en liquidation comment, judiciaire cette semaine. Voilà. Donc, qui étaient comment, nos partenaires et avec lesquels on tente comment, de pouvoir réagir en regroupant comment, d'ailleurs plusieurs comment, producteurs ainsi que leurs logisticiens pour pouvoir justement essayer comment de refaire naître comment finalement comment cette dynamique en diversifiant comment l'activité comment de distribution à l'échelle du territoire. Donc ça, on pourra peut-être même en reparler comme ensemble. Au niveau de la feuille de route, aujourd'hui, bah, il y a une première phase qui a consisté comment depuis comment son émergence en juillet comme en 2021, où l'agrément PTCE comment a été octroyé, qui consiste comment notamment bah, déjà à structurer comment finalement la mise en place comment de ce PTCE qui se veut comment ambitieux. Une proposition va être faite comment incessamment sous peu, comment la transformation en une association. C'était une volonté en fait de pas mal d'acteurs du territoire et notamment de l'EPT12 que ça soit un PTCE sous forme associatif qui se mette et on souhaite qu'ils puissent comment éventuellement contribuer et participer par l'émergence d'une convention citoyenne à l'appui d'une politique publique de projet alimentaire territorial sur le territoire de l'EPT12. Voilà, et ça devrait se construire, en tout cas on l'espère, sur l'horizon de 2024.
Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, bon, en fait, ça répond, comment dirais-je, aux questions. Et donc, en fait, sur la dernière question, donc, j'aimerais en fait savoir, bon, actuellement là, en fait, où se situe donc l'objet, bon, le projet actuellement. Ah bah, il est sur alors comment physiquement, donc il est porté aujourd'hui par Cop Commun qui est situé à Ivry-sur-Seine. OK, Là, c'est déjà la première chose. Son territoire, comment c'est le sud parisien et comment dont donc le Paris comment intramuros partie sud, dans les arrondissements du 13e et du 14e arrondissement. Le territoire de l'EPT12, voilà, donc c'est son territoire où lequel il agit. OK. Bah, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait potentiellement d'autres questions? Alors, pour faciliter, comment alors votre collègue, je ne le vois pas encore à l'écran. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Alors, sur comment les questions, alors c'est peut-être pour Pierre, pour faciliter, comment aussi une question, une connexion avec le PT. Il faut savoir qu'on on est connecté avec la Maison d'écologie urbaine et pratique, d'une part, comment bah, à vos services, parce que comment vous avez participé, comment au forum, comment qu'on a tenu, qui s'est tenu le 23 septembre dernier. On est connecté à la mission locale, comme, qui est Nord-Essonne, qui est comment, je crois, du ressort comment, de l'EPT12. On est également connecté au PLI, donc comment Nord-Essonne également, Avenir Initiative, excusez-moi du peu. Voilà, donc, et tout ça, en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler comment, à sourcer, comment, déjà, à promouvoir comment les formations qui sont portées comment, sur le plateau technique de la MEUP, mais également donner accès comment, aux autres formations qui sont possibles, notamment et portées par le CFP ou bien directement par le PLI. D'une part. D'autre part, comme on est également en phase de rapprochement avec la mission locale et notamment le service qui s'occupe notamment des jeunes créateurs. Donc, pour leur permettre, comment finalement, de pouvoir accéder, s'ils le souhaitent, comment à la coopérative d'activité et d'emploi, et qu'on puisse comment voir avec eux, dans le cadre notamment d'une mission d'incubateur, pour justement les aider aussi, comment à mettre en œuvre comment leur projet, comment sur le territoire. Voilà, si ça peut vous intéresser, en tout cas, Ombline, comment est bien au courant de la chose. Est-ce que Julie, tu voulais rebondir un petit peu sur ce qui s'était dit? Euh, Bah, il t'a dit beaucoup de choses, hein. C'est pas vrai. Non, non, enfin, c'était plutôt des questions, des projections. Ça faisait écho, moi, quand je vois tout l'écosystème, notamment que vous avez mis en image. C'est plus en termes de déploiement, un peu la temporalité et sur quoi vous allez vous concentrer en premier. Pour comprendre et aussi pour pouvoir vous accompagner, puisque comme tu l'as dit, il y a le pavillon de compostage qui est une première étape, mais il y a aussi un champ des possibles qui est vaste, mais vous êtes un nombre réduit, même avec les partenaires, et j'en fais partie, hein, enfin. Et du coup, quelle est un peu la temporalité? Parce qu'il y a tellement de projets en cours. Alors, Et pardon. Je vais pouvoir te répondre un petit peu sur la temporalité. Là, il y a deux choses comme pour lesquelles on est un petit peu dans l'attente, mais on a déjà en fait des dates qui commencent à être précisées. C'était déjà le démarrage du chantier de formation. Donc, le PLI donc, a réussi comment, à convaincre comment, les partenaires, régions, et aller chercher comment, des financements pour permettre en fait, la réalisation de cette session de formation. Et elle pourrait commencer comment, en janvier. Ça, c'est déjà le premier point. Donc, en termes de temporalité, quand ça se met en place au niveau construction du pavillon de compostage, bah, c'est à partir de janvier. Ça, c'est déjà un premier point
Un premier point. Le deuxième, et puis donc la construction de tout son écosystème, hein, puisqu'il y aura comment des bacs de culture, il y aura également donc une serre bioclimatique, tout ce qui va être également comment la mise en place comment de plantins, de choses comme ça. Alors là, on est en train de se rapprocher comment de la structure de la ferme des Meuniers, donc qui est située à Villeneuve-le-Roi, pour une mutualisation comment de moyens et notamment au niveau des serres et de leurs compétences, puisque eux ils ont un salarié. Et leurs salariés pourraient d'ailleurs devenir formateurs comment, dans le cadre de ce qu'on va mettre en place sur la deuxième phase en agriculture à partir d'avril. Et d'autre part, comment on s'est également rapproché comment d'une agricultrice comment qui est située comment à Vissou, qui pourrait comment contribuer également comment à ce projet et notamment sur le projet comment formation agriculture. Alors je dis ça parce que tout est lié. Hein. Si on n'a pas mis en place comment le chantier école, on a des difficultés comment à pouvoir comment porter comment le projet dans son intégralité du pavillon de compostage. Donc une première session en éco-construction à partir de janvier qui doit débuter et on commencera très certainement par l'aménagement comment du pavillon de compostage et certaines donc aménagements comment nécessaires comment l'accueil de la formation agriculture. Formation agriculture qui devrait se tenir à partir comment du mois de mars-avril, donc et qui va pouvoir comment justement porter comment l'histoire du compostage. Voilà, donc ça c'est pour les temporalités entre guillemets qui nous sont chères. Et nous, on va commencer à partir du mois de novembre, après ce webinaire, à se consacrer notamment sur comment la promotion comment auprès comment des habitants pour déjà transformer comment des SED, donc des 30 habitants qui ont déjà pris des biosos et qui viennent régulièrement pour comment justement activer comment tout ça et comment avoir plus comment de partenaires. Et une rencontre avec la ville de Paris-Vieille-Poste doit se tiendra déjà à la fin du mois, donc en réunion de coordination. Donc là, on va préciser également le prolongement de la convention d'occupation du site et notamment comment de voir avec eux sur comment les questions de la communication pour justement renforcer comment cette initiative. Est-ce que ça répond à ta question, Julie? Oui, très bien. Et puis après, on attend, nous, de notre côté, également des réponses comment, de la part de l'ADEME sur l'avancement de notre petit dossier. Voilà. Et Après, c'est je juste vois une Valérie question. oui. Enfin, enfin, parce que avec les paniers du Val-de-Loire, Oui. quelle était enfin, vos interactions? Nos interactions, on travaille avec eux déjà depuis pas mal de temps, parce qu'on travaille déjà du temps du supermarché coopératif ensemble, et on avait mis en place notamment de la planification. Donc là, c'était comment de travailler notamment à la planification pour la partie du restaurant, d'une part. Deux, c'était de la collecte comment de biodéchets depuis comment leur chantier d'insertion partenaire qui est situé comment à Orly, qui lui est toujours là. Hein. Donc lui, il est toujours là. Alors, l'intérêt, c'est qu'on les a rencontrés, eux. Donc ça, c'est important. Ça vient aussi, en fait, dans nos discussions qui nous intéressent directement au niveau de la collecte des bioressources. Tu as vu, hein, j'ai corrigé, bioressources. Puisque comment finalement, ils sont vraiment intéressés pour aider en fait à faire redémarrer la dynamique panier bio du Val-de-Loire sous une autre forme à l'échelle du territoire. Donc c'est là où on a fait comment un lancement comment d'une invitation auprès des producteurs pour que justement on puisse comment tenir une réunion et en fait ce chantier d'insertion pourrait comment éventuellement reprendre comment l'initiative de la distribution sur comment déjà le secteur d'une part et d'autre part faire de la diversification d'activités et notamment avec une présence sur les marchés. Ok. Et surtout, ce qui nous intéressait, c'était de savoir le transport et eux, ils sont spécialisés logistique. Eh oui, c'est la base. Si on n'a pas la logistique, on peut rien faire. Donc eux, ils ont la logistique. Donc voilà comment un peu comment donc les partenariats. L'idée également, c'était la mutualisation sur la formation pour pouvoir comment justement les Parmal étaient des jardins de cocagne, continuer également la diversification comment de leurs activités à travers des formations renforcées et peut-être plus orientées maraîchage bio et notamment permaculture pour pouvoir justement développer comment d'autres activités ensuite. D'accord, ok. Parce que du coup, je pensais à Valbio aussi, mais ils sont proches et pas proches de vous. Hein. Mais C'est pour ça. Challenger. Il y avait une scission qui s'était faite. Alors peut-être qu'il y aura une reprise d'ailleurs des paniers bio par Valbio.
pardon, ce que tu as dit à l'instant. Je ne sais plus. Ouais. Valbio, ouais, tout à fait. Valbio, tout à fait. Voilà. Ok. Bon, bah, écoutez, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Alors, j'ai pas dit l'essentiel. Voilà, donc si vous voulez, comment donc nous recontacter, voici nos coordonnées qui s'affichent à l'écran. Donc déjà un grand merci pour ceux qui ont pu participer, un grand merci pour ceux qui visionneront ce webinaire et qui viendront nous rejoindre comment a posteriori ou qui voudraient comment le diffuser.